Bonjour, nous sommes heureux de vous accueillir à ce premier colloque distanciel co-organisé par la CET et les laboratoires de l'Université de de Liège et de Bobigny. Nous allons discuter aujourd'hui d'un sujet très intéressant, la simulation en éducation thérapeutique. Il s'agit de nouveaux moyens pédagogiques qui sont mis à la disposition pour développer les compétences dans un cadre de sécurité. Donc, nous allons avoir une première présentation par le professeur Alexandre Guissel, qui est chef de service des urgences et en même temps à l'Université de Liège coordonne tout le service de simulation et d'enseignement par la simulation à la faculté de Liège. Voilà, donc je vous donne la parole pour 20 minutes à peu près et à vous. Bien, merci beaucoup. Je tiens à remercier tout d'abord les organisateurs de cette vidéoconférence et notamment mon ami et collègue Benoît Pétré de me permettre de parler d'un sujet qui évidemment me passionne, qui est celui de la simulation médicale de manière générale et plus particulièrement dans le cadre de l'éducation thérapeutique du patient. Alors, lorsque l'on commence une séance de simulation, en règle générale, notre première démarche est de se présenter et de parler de son background, de ce que l'on a en termes de culture, je vais dire, et d'éducation, et également si on a déjà l'expérience ou non d'avoir pratiqué de la simulation, et enfin de partager quelque chose de personnel. Donc c'est quelque chose que j'aurais aimé faire avec vous, mais je n'ai pas accès à vos voix. Néanmoins, n'hésitez pas à écrire. Donc je regarde en même temps les messages. J'ai vu beaucoup de bonjour, donc je vous souhaite bonjour également. Et bien, je vais vous parler un tout petit peu de moi pour que l'on sache exactement dans quel sens on va. Moi, je suis médecin, donc j'ai fait une formation de médecine interne et puis j'ai rejoint la médecine d'urgence par passion. Et je suis devenu, il y a quelques années, chef de service d'un centre hospitalier universitaire, d'un service d'urgence. Dans le cadre de ma thèse de doctorat, j'ai eu l'occasion de pratiquer la modélisation et on travaillait à l'époque sur des modèles qui étaient des modèles animaux, quelque chose dont je ne suis pas très fier aujourd'hui, mais c'était la modalité de l'époque. Et cette thèse de doctorat m'a permis de postuler une charge d'enseignement en santé publique qui est destinée à la formation par rapport à la prise en charge du patient critique. Et les choses dans la vie se présentent à nous spontanément. Dans le cadre de cette charge de cours, j'ai été amené à diriger le mémoire et puis une thèse de doctorat d'un de mes étudiants qui travaillait sur la réanimation guidée par téléphone. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à pratiquer en fait des exercices qui étaient de la modélisation, c'est-à-dire qu'on utilisait des mannequins qu'on avait amenés dans un centre de cinéma et on prenait des patients, on leur demandait de réanimer avec ou
sans assistance, et ceci nous a amené différentes expériences et publications. Et pratiquant, alors, dans ce contexte de l'utilisation de mannequins, j'ai commencé à lire un petit peu, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui s'appelait la simulation, qui utilisait les mannequins, et donc j'ai fait une formation européenne, et qui m'a dit, après 2 jours, voilà, monsieur, vous êtes instructeur en simulation, je ne me sentais pas trop à l'aise pour le faire, mais il y avait un centre de simulation qui se développait dans mon hôpital, et j'ai rejoint ce centre de simulation. Et puis après quelques années, le doyen de la faculté m'a demandé de prendre la direction de ce centre de simulation, et je ne me sentais vraiment pas à l'aise avec ça, parce que je me sentais un peu un imposteur, et j'ai eu l'occasion alors de faire un séjour assez prolongé de plusieurs mois au centre de simulation de l'équipe médicale de Harvard à Boston, qui m'a permis en fait de nettement améliorer mes compétences et mes connaissances en termes de simulation comme un outil pédagogique. Et je souhaiterais commencer mon exposé par cela. On s'interroge beaucoup sur l'utilité de la simulation. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Est-ce qu'il existe une simulation, des modalités de simulation? Alors il faut revenir un petit peu en arrière dans l'histoire pour comprendre comment est née la simulation. En fait, de tout temps, on a pratiqué la simulation, mais elle a commencé à se structurer au niveau médical que, on va dire, à la fin des années 80, début des années 90. Et ce qui a réellement constitué un électrochoc pour l'univers médical est un rapport qui a été produit par l'Institute of Medicine américain qui s'appelait To Err is Human, l'erreur est humaine. Et ce rapport va démontrer que dans les patients qui sont hospitalisés ou qui sont pris en charge par les soignants, eh bien, il y a une importante incidentologie, accidentologie, dont le coût pour nos sociétés est considérable. Ce coût est considérable en termes financiers, il représente des millions de dollars, et pour se faire une idée, cette incidentologie a une mortalité qui est équivalente à celle du cancer du sein chez la femme, ou de tous les traumatisés, donc des polytraumatisés, et cette incidentologie n'est pas étudiée, très peu. Et dans le milieu médical, on s'est souvent retranché devant une certaine forme de déni. De manière assez étonnante, ce rapport To Err is Human met en évidence cette incidentologie et propose une modalité qui est d'organiser de la simulation pour améliorer la situation, simulation dont l'objectif est d'améliorer la sécurité du patient. Et dans les suites de ce rapport, To Err is Human, va naître sous l'impulsion essentiellement de Jeffrey Cooper, qui est en fait un responsable de... c'est un ingénieur au départ qui a travaillé au Mass General Hospital et qui a développé le centre de simulation de Boston, et va apparaître ce qu'on appelle le Patient Safety Movement. L'objectif du Patient Safety Movement est de faire qu'aucun accident évitable ne puisse arriver. Et pour ça, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner d'abord à ne jamais faire quelque chose sur un patient la première fois, toujours l'avoir fait avant, s'être entraîné avant, avoir été validé à le faire. Mais également, il met en évidence l'importance du travail d'équipe. Et je voudrais revenir un petit peu en arrière et reparler de ce rapport. Lorsque l'aéronautique évalue son incidentologie, lorsque General Electric aux États-Unis évalue l'incidentologie, ils se rendent compte que la très grande majeure partie des incidents ne sont pas liés à des facteurs techniques, ne sont pas liés à une défaillance de l'appareil, de l'avion ou du générateur électrique, mais sont liés à ce que l'on appelle des facteurs humains. Et prenez note de ceci, il ne s'agit pas du facteur humain, il s'agit de ce qu'on appelle les facteurs humains, c'est-à-dire les conditions selon lesquelles nous travaillons en groupe, en équipe. Et ces notions nous viennent essentiellement de constatations qui ont été faites par des psychologues dans les conflits armés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où ils ont étudié ce qui se passait dans le cockpit des avions. Et ils ont développé ce qu'ils ont appelé à l'époque le cockpit resource management. Comment utiliser les ressources, l'ensemble des ressources présentes au niveau du cockpit. Et puis, ceci va être transposé
à l'industrie. Je vous ai déjà parlé de General Electric, mais une série d'entreprises vont travailler ce qu'ils appelleront alors le Crew Resource Management, et il faudra attendre alors bien 15-20 ans pour que les médecins s'intéressent au problème, considérant jusque-là que la plupart du temps, les erreurs sont liées à des facteurs techniques. L'appareil n'a pas marché, la technique opératoire n'est pas bonne. Et cette méconnaissance a pérennisé des modalités fonctionnelles qui maintenait les erreurs, partant du principe, et on retrouve un peu cette histoire d'Ignace Semmelweis, vous vous rappelez, ce médecin qui met en évidence le fait que ce sont les infections puerpérales sont transmises par les médecins qui passent de la salle de dissection à la salle d'obstétrique. Eh bien, c'est très difficile pour nous, soignants, d'imaginer que nous puissions être nous-mêmes, par la manière dont nous fonctionnons, par la manière dont nous organisons nos soins, être responsables d'incidents. Et lorsque l'on s'intéresse à ces incidents, toute une série de facteurs humains vont être mis en évidence, comme par exemple le leadership, la communication, la perception de la situation, le support mutuel, le fait de pouvoir anticiper et planifier. Et d'une certaine manière, on va mettre en évidence de plus en plus que il y a une nécessité d'améliorer ce fonctionnement de groupe et d'équipe de manière à assurer des soins. En d'autres termes, vous pouvez mettre autour d'un patient et avec le patient une équipe d'experts. Les soins qu'ils vont prodiguer ne seront pas nécessairement des soins d'une équipe experte. Et donc, il faut entraîner en équipe ceux qui doivent fonctionner en équipe. Et là, on va voir évidemment l'intérêt dans l'éducation thérapeutique, puisque l'évolution de nos soins se fait de plus en plus vers des soins centrés sur le patient. Il faut donc voir le patient comme un membre de l'équipe, et notamment dans la communication que nous allons avoir avec lui. Alors, il est également important de signaler que nous avons fonctionné, nous fonctionnons toujours dans des études selon un paradigme qui est un paradigme constructiviste. Nous avons une science raisonnable, des connaissances qui se sont établies au fur et à mesure des années. Eh bien, lorsque nous formons des infirmiers, des paramédicaux, des médecins, ils sont d'abord formés théoriquement. Ils acquièrent une série de connaissances, puisque les erreurs peuvent être liées à une méconnaissance. Et si la médecine a grandement progressé, c'est également parce que la science, les connaissances se sont grandement améliorées durant le XXe siècle. Et puis, lorsque l'on nous a appris l'ensemble de ces connaissances, eh bien, on estime que pour pratiquer, il suffit de mobiliser ces connaissances pour résoudre des problèmes. Et que la compétence, elle, est quelque chose qu'il est difficile de cerner, et d'une certaine manière que l'on ne peut apprendre, si ce n'est par l'exposition sur le terrain, ce qui évidemment met à risque le patient, mais également le soignant, puisque personne ne souhaite, en son âme et conscience, être responsable. Donc, l'apprentissage par essai-erreur est un apprentissage qui résulte d'un modèle d'apprentissage qui est nous acquérons la connaissance théorique, et cette connaissance théorique nous est suffisante pour résoudre les problèmes. Or, la résolution des problèmes s'avère extraordinairement complexe et est une compétence en elle-même, compétence qui nécessite un apprentissage. Nous avons des connaissances, et vous connaissez tous ces pyramides du savoir, d'une certaine manière. Connaître n'est pas nécessairement savoir exploiter ce savoir, le mettre en pratique, et puis créer à partir de cela. Et c'est un peu sur ces bases que naissent la simulation, essentiellement sur la côte Est à Stanford, grâce à un anesthésiste qui s'appelle David Gaba, et qui lui va essentiellement développer les modules de simulation liés aux facteurs humains et à l'acquisition non seulement de compétences techniques, mais également de ce que l'on appelle des compétences non techniques, c'est-à-dire les facteurs humains. Et puis sur la côte ouest, c'est-à-dire à Boston, et l'école de médecine de Harvard va mettre au point plutôt le versant pédagogique. C'est-à-dire que il est légitime de s'interroger sur le fait de savoir est-ce qu'en 1990, lorsque l'Institute of Medicine publie son travail en disant il est indispensable d'utiliser la simulation aussi souvent qu'on peut, est-ce qu'on a des évidences de ça? Est-ce que l'on sait si effectivement le fait d'entraîner les gens par la simulation permet de réduire la mortalité des patients ou permet d'améliorer la situation? La réponse est c'est pas si évident que ça. Ce que l'on sait, c'est que la simulation est très bien acceptée par les participants. Ils sont généralement
satisfait, et plus satisfait qu'avec les méthodes d'enseignement traditionnelles. Et ce que l'on sait également, c'est qu'elle permet d'améliorer la confiance en soi, d'améliorer également l'acquisition de certaines compétences et essentiellement de travailler sur les facteurs humains. Donc l'acquisition de la connaissance, c'est-à-dire les modules théoriques de formation, n'est pas nécessairement ce qui est le plus intéressant dans la simulation, c'est plutôt la mobilisation de ces connaissances pour éviter une deuxième source d'erreur. Nous avons les connaissances, mais malheureusement, nous sommes inaptes à les utiliser en pratique. Combien de fois n'entendrez-vous pas un médecin, un patient dire « et pourtant je le savais, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas su l'appliquer ». Eh bien, la simulation sert à appliquer cela. Alors, un élément important de tout cela également est de se rendre compte que nous avons un éventail immense de modalités de simulation. Depuis, effectivement, la simulation animale, ou même l'utilisation de matériel anatomique pour répéter certaines choses au niveau technique, jusqu'à l'emploi de jeux de rôle, ou de jeux décontextualisés, ou de jeux intelligents, l'utilisation d'acteurs et de patients standardisés, et puis l'utilisation de moyens de simulation qui ont été qualifiés de moyenne ou haute fidélité, une notion avec laquelle je suis assez pas d'accord, à vrai dire, parce que lorsque je regarde un mannequin dans ma salle de simulation, je trouve qu'il ne ressent pas à grand-chose et qu'il n'est certainement pas fidèle à la réalité. Et donc, ce terme haute fidélité se rapporte plutôt à la fidélité des monitorings qui sont utilisés ou de l'ensemble de la pièce, mais pas tellement à la fidélité, je vais dire, du rapport avec le patient. Et c'est la raison pour laquelle, et là je vais peut-être utiliser les 5 dernières minutes qu'il me reste pour parler de l'éducation thérapeutique, s'agissant de phénomènes qui sont intimement liés à la conversation, à la relation humaine et à, je dirais, au contact, il me semble que la modalité de simulation la plus adaptée à l'éducation thérapeutique du patient est celle qui utilise des acteurs, des patients standardisés, ou, et c'est quelque chose sur lequel on travaille, des modules utilisant des modalités telles des avatars ou de la réalité virtuelle. Ceci me semble fondamental, dans la mesure où ces exercices de simulation visent toujours à atteindre des objectifs pédagogiques. C'est-à-dire, que veut-on apprendre à qui et comment? Et quelle modalité de simulation vais-je utiliser pour tel type de, comment dirais-je, de pratique? Prenons un exemple. Lorsque le professeur Pétré est venu nous trouver au centre de simulation en disant « Tiens, je développe un certificat d'éducation thérapeutique pour la prise en charge des patients décompensés cardiaques chroniques », eh bien, il nous a semblé indispensable de pouvoir simuler des consultations. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu utiliser des patients standardisés. Notre première option a été de dire « Tiens, ce serait intéressant d'utiliser des patients eux-mêmes ». Et vous savez qu'il existe toute une série d'associations de patients. Et on s'est rendu compte très très rapidement que pour eux, ce n'était peut-être pas très sûr, je veux dire très sécuritaire au niveau psychologique, dans la mesure où la simulation met en scène très fréquemment des situations difficiles, des annonces de mauvaises nouvelles, et que ces patients ne souhaitaient pas d'une certaine manière revivre cela. Par contre, là où c'était extrêmement intéressant, c'était de collaborer avec eux pour pouvoir, d'une certaine manière, entendre ce qui, pour eux, est une conversation difficile, ce qu'ils souhaiteraient, quels sont les sujets qui doivent être abordés, etc. Et un des éléments dont je voulais parler également est que toute la simulation fonctionne de manière usuelle en modules d'apprentissage qui visent évidemment à développer des compétences dans des conditions d'abord aisées, et puis également dans des conditions, je dirais, plus difficiles. Et pour développer ces modules d'apprentissage, généralement, nous essayons de reproduire des situations difficiles. L'idée est réellement d'apprendre de nos erreurs. Et c'est la raison pour laquelle je souhaiterais peut-être terminer mon exposé en vous rappelant en réalité la phrase de manière complète. Nous connaissons tous la phrase « errare humanum est », l'erreur est humaine.
Mais personne ne connaît la suite, enfin la plupart du temps, personne ne connaît la suite, mais peut-être que vous la connaissez. La suite, c'est perseverare diabolicum, c'est-à-dire persévérer dans l'erreur est diabolique. D'une certaine manière, la simulation utilise un système de résolution de problèmes. Les problèmes que nous avons vécus nous permettent de, comment dirais-je, apprendre et d'éviter de les reproduire. Et le faire en simulation nous permet de le faire dans des conditions de sécurité le plus complet par rapport à l'apprenant, mais par rapport également aux patients qui peuvent bénéficier alors de prestataires de soins qui peuvent pratiquer avec un niveau de compétence qui est validé, évalué, et qui savent également leur niveau de compétence, leurs limites et leurs contraintes. Alors, je regarde un peu s'il y a des questions que vous avez posées. Je souhaiterais conclure dès lors mon exposé en disant ceci. Il y a énormément de place, évidemment, pour la simulation dans l'éducation thérapeutique du patient. Et je suis ravi de voir que les initiatives vont dans ce sens. Et que, à mon avis, ce qui peut le plus amener à ce développement est réellement les concepts de patient-centered care. Les soins doivent être centrés sur le patient. C'est la raison pour laquelle je n'aime pas nécessairement l'appellation Patient Safety First, et je préfère imaginer que notre mission à nous est d'assurer des soins de santé globaux qui soient sûrs, et que cette sécurité doit être sur plusieurs têtes, les soignants, les patients, et toute personne qui entre en contact avec ces personnes. Alors je vois que j'ai une petite question par rapport aux avatars. Bien, l'utilisation d'avatar en est encore à des débuts relatifs. Nous utilisons un système d'avatar, par exemple, pour apprendre à délivrer des mauvaises nouvelles. Il y a plusieurs utilités à cela. Il est clair qu'il y a d'abord une utilité financière. L'utilisation d'acteurs, de patients standardisés, pour les centres de simulation coûte extrêmement cher, et pouvoir disposer d'une d'une modalité d'apprentissage à distance, etc., via un avatar, s'avère à l'heure actuelle être une modalité intéressante. Une autre modalité est peut-être liée à des expériences préalables. On s'est rendu compte il y a plusieurs années, notamment lorsqu'on formait, ce sont des Canadiens qui ont fait ces expériences, ils formaient des militaires, et lorsque ils les interrogeaient sur leur niveau de stress ou d'angoisse ou de phobie, les militaires disaient tout systématiquement, c'était un psychologue qui les interrogeait, qu'ils n'étaient jamais stressés, qu'ils n'étaient pas angoissés. Et puis on leur a dit, ben, vous allez parler à un psychologue, mais qui est sous une forme d'avatar, comme ça peut-être vous aurez plus facile de parler. S'ils savaient qu'il y avait un psychologue derrière l'avatar, ils ne parlaient pas. Et puis on leur a dit, c'est un système purement automatique. Vous avez juste devant vous un truc algorithmique, et à ce moment-là, ils déclaraient tous leurs difficultés, leurs problèmes, et ça. Donc ça veut dire que l'utilisation de l'avatar nous permet dans certaines situations de constituer une étape préalable avant l'exposition aux malades, avant l'exposition aux réels patients, de telle manière que les gens se sentent en sécurité en se disant bon, si je fais mal mon annonce de mauvaise nouvelle, c'est pas grave, je ne vais pas détruire quelqu'un. Et l'autre versant est vrai également. J'ai eu l'occasion de travailler aux États-Unis avec des acteurs. C'est une actrice qui jouait le rôle d'une maman dont l'enfant s'était noyé, étant en encéphalopathie post-anoxique. Et je lui ai interrogé, l'actrice était phénoménale. Et après, je l'ai interrogée pour savoir comment elle vivait tout cela. Et l'actrice m'a dit, mais il me faut généralement une semaine pour me remettre, parce que c'est émotionnellement tellement engageant que c'est compliqué pour moi. Et donc je pense que l'utilisation de l'avatar peut être utile pour, d'une certaine manière, aussi éviter de blesser les acteurs, etc. Parce que plus vous allez vous impliquer émotionnellement dans des choses qui sont parfois très très dures, plus ça peut être difficile. Mais je vois que je suis en train de dépasser le temps qui m'était imparti, donc je me tais à jamais. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. J'espère que j'aurai pu vous donner partager un petit peu ma passion, parce que c'est réellement un sujet passionnant.
Peut-être avant de passer à l'oratrice suivante, simplement pour faire une pause de la vigilance, et bien sûr, on fera le débat de vos deux présentations après. Certains auditeurs ont posé la question, donc là, si il y avait de la simulation pour la formation des professionnels de santé. Et ensuite, éventuellement, est-ce que la simulation, vous auriez donc des références à leur donner? Et enfin, quels exemples vous pourriez peut-être citer, au moins, voire décrire, sur qu'est-ce qui se fait en pratique dans les unités d'éducation thérapeutique du patient? Est-ce que ça a déjà été introduit? Alors peut-être que cette dernière question, c'est notre oratrice suivante qui va en parler. Peut-être que plus sur la formation des professionnels de santé. Alors en ce qui concerne la formation des professionnels de santé, la simulation est de plus en plus intégrée au cursus. Évidemment, c'est dépendant de chacune des structures, mais toutes les hautes écoles disposent maintenant de laboratoires de simulation et les universités se dotent de plus en plus de ce type de structure. En ce qui nous concerne, les étudiants en médecine et tous les spécialistes en formation ont des cursus d'apprentissage où l'on essaye d'intégrer les niveaux des formations de simulation de manière un peu comme une formation continuée, et c'est quelque chose qui fait partie de leur vie de plus en plus. La tendance est également d'installer cette simulation dès les séances précliniques et dans les séances cliniques encore plus, je dirais, qu'avant. Les retours que nous avons, notamment des stagiaires médecins ou des assistants en formation, nous avons eu la semaine dernière des assistants qui allaient commencer leur premier mois de formation en chirurgie. Ils ont passé une semaine complète en simulation, à aborder toute une série de choses, et ça deviendra la routine, c'est évident. On n'imagine plus à l'heure actuelle un pilote d'avion qui saisirait les manettes le premier jour en ayant eu juste des cours théoriques et quelques mois de stage. Et c'est exactement la même chose pour la médecine. Alors, en ce qui concerne l'éducation thérapeutique, moi je suis extrêmement intéressé, mais ça c'est tout à fait à titre personnel, par les moments de communication que le médecin, en particulier dans des situations de contrainte, de temps et de stress, comme c'est le cas aux urgences, a. Et nous essayons d'améliorer cette communication, notamment avec une de mes jeunes collègues, qui est Madame Piazza. L'objectif étant d'utiliser le moment de sortie du patient de l'hôpital, vous savez, ce moment où dans les urgences on est tellement occupé qu'on jette vite le certificat au patient, on lui dit qu'il n'a rien et qu'il peut rentrer. Eh bien, nous travaillons sur ce moment de communication. Et notre démarche passe par l'interrogatoire des malades. C'est-à-dire que vous avez tous déjà eu quelqu'un qui sort d'une consultation ou qui sort des urgences, c'est encore pire, et vous lui interrogez finalement qu'est-ce qui s'est passé, et les gens disent j'ai rien compris à ce qu'on m'a dit, je ne sais pas ce que je dois faire, et devant gérer les plaintes de mon service, je passe ma vie à essayer de dire mais oui, c'est une erreur de communication, on aurait dû vous expliquer ceci ou cela. Et donc ça nous semble très intéressant, si vous voulez, d'interroger d'une part le soignant sur ce qu'il pensait qu'il était important de transmettre au patient, et ensuite le patient lui demandant qu'est-ce que vous avez reçu comme information et qu'est-ce que vous auriez aimé recevoir et que vous n'avez pas reçu, de manière à établir alors un outil de communication et d'entraîner évidemment les soignants à utiliser cet outil de communication dans le service d'urgence. Voilà par exemple une application pratique de la simulation dans le cadre de l'éducation thérapeutique du patient. Nous travaillons énormément dans les services d'urgence à voir le motif de retour des patients. Et je viens juste ce matin de faire l'exercice budgétaire de mon service. Nous avons 100 000 admissions et ça correspond à 66 000 personnes. Donc les personnes viennent aux urgences en moyenne 1,6 fois par an. Et dans ce 1,6 fois, il y a évidemment des motifs différents, mais un certain nombre de patients vont revenir aux urgences pour une raison. Et lorsqu'on s'intéresse à ça, on voit que très souvent, c'est lié à justement un suivi thérapeutique ou une adaptation au traitement ou une information qui est insuffisante. Et donc, je pense que ce sont des moyens d'améliorer considérablement la sécurité des soins, de nouveau pour le patient, mais également pour le médecin, parce qu'il n'y a rien de pire que de voir revenir un malade parce qu'on se sent responsable, on se dit j'ai mal fait mon boulot, ou il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, et c'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Donc voilà. Merci beaucoup. Donc, vous soulignez beaucoup comment la communication est essentielle entre le soignant et le patient, et que malheureusement subsiste encore trop de cas où la compréhension du patient de ce qu'a voulu dire le soignant
est incomplète, voire transformée, et que ça, c'est le vrai problème dans la relation. C'est un vrai problème dans la relation soignant-soigné. Voilà, bon, merci. On reviendra vers la discussion tous ensemble. Et là, maintenant, on va donner la parole à Christelle Pénesseau, qui est infirmière, qui travaille à la faculté de Dijon dans le master de santé et qui a fait une thèse de sciences autour de la simulation pour développer les compétences des patients en éducation thérapeutique. Donc là, elle va nous faire partager son expérience. Voilà, à vous pour 20 minutes. Merci Guylaine. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, c'est une recherche un petit peu novatrice, très novatrice en fait, que je vais vous partager là. Donc, c'est le sujet de ma thèse. C'est pour ça que je remercie toujours mon directeur de thèse, le professeur Marc Bardou, et Claire Marchand, qui m'ont guidée sur ce chemin. La question est partie en fait un petit peu comme les bêtises de Cambrai. Le professeur Rémi Gagnère est quelqu'un, pour ceux qui le connaissent, qui a des superbes idées. Et en master, alors que je voulais effectivement travailler sur la simulation auprès des professionnels de santé, plus particulièrement des infirmiers qui vont avoir à réaliser de l'éducation thérapeutique, eh bien, le challenge m'a été donné d'imaginer que la simulation pourrait être employée, utilisée dans le but de développer des compétences patients en éducation thérapeutique. Alors, bien sûr, pour ceux qui sont là, vous connaissez tous le TP. Vous savez tous que ces compétences patients, eh bien, elles sont de plusieurs ordres. Les grandes classes, c'est l'adaptation à la maladie et l'auto-soin. Et donc, qu'elle permet également, cette éducation thérapeutique, d'améliorer la qualité de la vie par différentes méthodes et outils pédagogiques que le professionnel de santé va utiliser. Alors, il est plus ou moins formé, hein, il n'est pas toujours pédagogue initialement, il est soignant. Il a reçu une formation plutôt performante en soins, et un petit peu moins, je pourrais le dire, pour avoir été formatrice à l'IFSI, hein, donc auprès des infirmières, peut-être un petit peu moins en pédagogie. Alors sa première intention, ça va souvent être de refaire ce qu'il a déjà vécu en termes de transmission de savoir. Ça suffit pas, malheureusement. L'intervenant précédent, hein, Alexandre, nous a bien dit qu'il ne suffisait pas d'avoir des connaissances pour modifier son attitude et puis développer des compétences qui permettent d'améliorer la qualité de la vie. Sinon, ce serait très simple et on y arriverait tous, on progresserait tous. Alors, cette simulation, elle, de son côté, elle a les qualités, si on reprend la revue de littérature est énorme, hein, sur la simulation. Et si on reprend cette revue de littérature, ce que j'ai fait pendant ma thèse, on voit que la simulation, ça permet de développer des apprentissages psychomoteurs, des apprentissages affectifs et des apprentissages cognitifs. Et ça, c'est pas fréquent déjà pour une méthode pédagogique. Et ben tous ces apprentissages, c'est pour ça que j'ai fait des roues, hein, elles s'entraînent les unes les autres pour développer un ensemble de compétences. Et dans tous les articles de recherche que l'on peut trouver dans les revues, eh bien, c'est un ensemble de compétences sans limitation que permet de développer la simulation en général. Donc, à partir de là, on s'est dit, est-ce qu'on peut utiliser cet outil, cette simulation en éducation thérapeutique, je vais l'appeler SETP maintenant, auprès des patients, et dans quelles conditions? Parce que ce que vient de vous exposer l'intervenant précédent, eh bien, en fin de compte, c'est une méthode qui est utilisée avec les soignants. Alors, cette méthode, elle est, pardon, je vais un petit peu vite. Cette méthode, elle est utilisée, donc, il vous l'a présentée sous différentes formes. Soit on va dans un centre de simulation avec une pièce qui peut être très médicalisée pour les soignants, ou dans une pièce un peu neutre pour faire effectivement du jeu de rôle. Ou bien on peut aller au lit du patient. Là, on appelle ça in vivo, hein, c'est-à-dire sur le lieu d'exercice. Alors, comment est-ce qu'on peut transférer tout ça auprès du patient? Est-ce que ce patient, c'est lui qui va jouer son propre rôle? Est-ce qu'au contraire, on va prendre des avatars, on va tout numériser? Est-ce qu'on va prendre des personnes pour jouer le rôle des patients? On s'est posé toutes ces questions au démarrage de cette recherche et il a fallu voir ce qui existait déjà. Et donc, ce qu'on appelle la recension de la littérature dans la recherche, c'est de se dire, voilà, maintenant que je sais ce que je cherche, je vais voir si quelqu'un l'a déjà trouvé. Est-ce que quelqu'un a déjà fait de la simulation avec des patients? En tout cas, en 2013, quand j'ai commencé mon travail, il y avait un seul
auteur, c'est le docteur Coleman, qui n'est ni expert en simulation ni en éducation thérapeutique, qui a fait une lettre à l'éditeur de JAMA, et qui disait, dis donc, la simulation, ça marche super bien avec les soignants, et comment ça se fait que personne n'a jamais eu cette idée avec les patients pour développer justement ces compétences d'auto-soin et d'adaptation à la maladie. Donc cet Américain, il a juste fait une lettre, il n'a pas dit comment ni pourquoi, mais lui, il est convaincu que ça peut marcher, donc en fait, il a lancé une bouteille à la mer, en espérant que quelqu'un allait la saisir. Derrière ça, en 2012, et puis dans les 5 ans qu'on suivi, Sullivan et Bollet ont fait des essais auprès des proches aidants. En 2015, donc avec le professeur Gignon, j'ai écrit le premier article de ma thèse pour moi aussi lancer une autre bouteille à la mer en disant oui, l'éducation thérapeutique cherche à développer des compétences. Ces compétences semblent tout à fait accessibles grâce à la simulation, mais au jour d'aujourd'hui, personne, je dis bien personne, n'a écrit d'article et n'a évalué ce que ça pouvait faire chez les patients de vivre une simulation ou d'avoir participé d'une façon ou d'une autre à cette simulation. En 2017, donc on se rapproche d'aujourd'hui, en 2017, Madame Rennes, elle a fait un essai, mais c'est toujours sur les proches aidants. Donc vous voyez qu'on est dans quelque chose de très 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 récent, en tout cas sur le questionnement, et de ce que je vous dis de ce qui est paru dans la revue de littérature, eh bien on n'a rien, mais ça vient. En 2017, il n'y avait rien. Depuis, on a décidé, comme que rien n'existait, ce qui n'est pas si fréquent, d'émettre les premières recommandations pour l'utilisation de la simulation d'éducation thérapeutique. La grande crainte de la simulation d'éducation thérapeutique, c'est qu'elle vienne à déstabiliser le patient, à le mettre dans des situations, et mon prédécesseur, elle a bien dit, le mettre en difficulté, lui rappelle des souvenirs difficilement vécus, et donc amène de l'émotion, voire même de la souffrance pour lui. Donc on va forcément y aller sur la pointe des pieds. Et puis la deuxième approche, ça a été plutôt, parce que c'est passé, donc de tester la faisabilité de la simulation d'ETP auprès des patients et des soignants. Donc, 2 temps. Le premier, l'outil qu'on a utilisé, c'est la conférence de consensus. Et puis le deuxième temps, c'est l'essai direct de la simulation en éducation thérapeutique. Alors, la méthode utilisée pour avoir cet avis général d'une population quand on n'a jamais essayé quelque chose, ça s'appelle une méthode Delphi. Les médecins sont assez habitués pour questionner leur pratique, d'utiliser assez fréquemment ce type de méthode. Donc, ils regroupent des experts. Nous, on a regroupé 24 experts. Dans ces 24 experts, on avait 13 experts en éducation thérapeutique, 6 experts patients et proches aidants, et puis je crois que c'était 4 ou 5 experts en simulation. Donc j'ai les chiffres sous les yeux, je ne sais pas pourquoi je les cherche dans ma tête. Donc, c'est 13 experts en ETP, 5 en simulation et 6 proches aidants et patients. Donc c'était assez international puisqu'on avait un expert en simulation qui était canadien. On avait une Suisse également. Tout à l'heure dans les échanges, j'ai vu que vous parliez des hautes écoles suisses. Et bien, effectivement, à Genève, il y a une haute école qui a un centre de simulation assez performant. On avait aussi un représentant d'Amiens, qui est le centre européen de la simulation, qui est vraiment très performant. On avait quand même de belles pointures pour nous donner un avis sur la simulation. On avait aussi de belles pointures en éducation thérapeutique, avec des gens d'horizons très très différents, aussi bien des infirmiers que des médecins, de la psychiatrie en passant par la médecine ou les services d'urgence, parce que la plupart des experts en simulation sont des gens qui travaillent aux urgences. C'est quelque chose qui a vraiment été initié par les urgentistes. Et donc, nous, ce qu'on voulait, c'était avoir des points de vue, pas que urgentistes, mais aussi, parce qu'ils ont toute cette expérience déjà, qui peut être très, très utile. Et puis, bien, le troisième groupe, c'est les proches aidants et les patients. Donc, là, le groupe est assez restreint parce que c'est des gens qui ont une vie, et donc c'est vrai que ils ont envie, quelquefois, de vivre autre chose que de participer à des recherches qui les ramènent à leur maladie. Donc, les proches aidants et les patients, ce sont des gens qui sont dans le vécu. On avait vraiment besoin, bien évidemment, d'avoir leur retour et leur opinion sur ce que pouvait être la simulation en éducation thérapeutique. Donc, il y a eu 3 questionnaires successifs en ligne. On leur a demandé justement, à leur avis, comment on pourrait utiliser l'éducation thérapeutique avec la simulation, quelles seraient les compétences qui pourraient être visées et qui pourraient apporter une plus-value. L'idée,
c'est pas d'amener une méthode pédagogique supplémentaire là où d'autres choses fonctionnent déjà très bien, mais plutôt d'amener une méthode qui va amener vraiment une plus-value à l'éducation thérapeutique. Et donc, c'était la visée des 3 questionnaires qui ont tourné sous forme de mail. Alors, on a abouti, je passe très très vite les étapes, on s'est réunis au bout des 3 questionnaires, on s'est réunis 2 jours pour discuter justement de ces propositions. Entre les séances, j'ai fait de la recherche sur chaque compétence que pouvait développer la simulation d'éducation thérapeutique. Comme rien n'existait pour les patients, eh bien, j'ai été obligée d'aller voir du côté des soignants. Et on a éclairé nos choix de ces articles qui concernaient les soignants et de l'expertise de ces 3 types d'experts, des 24 experts qui se réunissaient le jour de la conférence de consensus. Donc 26 recommandations, je ne veux pas vous les citer parce que c'est assez rébarbatif, je vous donnerai ensuite la référence biblio. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire ce sont des recommandations qui sont assez généralistes. Hein. Si on les regarde comme ça, à la fin du travail, après autant d'efforts, je me suis dit, voilà, on n'a pas inventé grand-chose, mais on a quand même mis les prémices et puis les limites peut-être de la simulation d'éducation thérapeutique. Et surtout, on a mis le premier cadre, puisqu'il n'en existait aucun. Et ça valait vraiment la peine de commencer comme ça, parce qu'on verra après coup on a certaines peurs et que ce sera très très intéressant d'aller chercher si elles existent, si elles se confirment ou pas dans la mise en pratique. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire de ces 26 recommandations? C'est que les conditions d'admission à la simulation d'éducation thérapeutique sont celles de l'ETP. Il n'y a pas de différenciation. Si un patient est en capacité de suivre une éducation thérapeutique, il sera en capacité de suivre la simulation en éducation thérapeutique. On insiste également sur la présence des proches aidants, comme en éducation thérapeutique. On a enlevé des recommandations qui disaient que, bien évidemment, c'était tout au long de la vie, tout au long de la maladie, que c'était pour toutes les pathologies, ça paraît presque évident, mais ça a été discuté dans la conférence de consensus. Une question a été assez centrale, c'était est-ce que si le patient a des troubles cognitifs, on peut le faire entrer dans un processus de simulation d'éducation thérapeutique. Et oui, on a pensé, dans le groupe, on a pensé que la simulation d'éducation thérapeutique s'adapterait au niveau cognitif de chacun des participants au groupe de simulation. Les experts ont ensuite souhaité exclure les patients qui avaient un trouble anxieux majeur. Alors ça, c'est un choix vraiment qui a été beaucoup discuté aussi. On avait dans l'Assemblée une psychiatre qui disait que pour elle, au contraire, on aurait pu aborder les troubles anxieux majeurs. Il y a même des traitements à base de simulation, entre guillemets, mais qui utilisent la simulation pour traiter les troubles anxieux majeurs. On avait dans notre groupe de réflexion le professeur Amirati, qui, elle, à Amiens, accueille un groupe d'autistes pour les préparer à des examens type scanner, et qui qui a observé, mais qui n'a pas fait d'article là-dessus, qui a observé que ça n'augmentait pas les troubles d'anxiété. Mais il y a tellement d'écrits sur l'anxiété des soignants face à la simulation, et si vous l'avez vécu, si vous avez joué, si vous êtes mis en jeu en simulation, eh bien peut-être que vous aussi, vous vous dites qu'il peut y avoir de l'anxiété pour les patients. Donc ça, c'est un point majeur sur lequel nous avons été vigilants et pour lequel on s'est dit, dans un premier temps, c'est certainement pas une bonne idée que de mettre des patients qui ont une anxiété majeure. Ensuite, on a voulu un groupe de petite taille, 10 maximum, avec les proches aidants. On a aussi gardé des informations, des recommandations essentielles à la simulation. C'est-à-dire que les scénarios, quand il y en a plusieurs, doivent être de complexité progressive, parce que la simulation est très efficace, mais elle est surtout efficace quand on la répète. Et puis, on a décidé, mais ça c'est aussi quelque chose qui se développe en éducation thérapeutique, de faire participer des patients experts pour l'élaboration du scénario. Un point essentiel sur lequel Alexandre, l'intervenant précédent, a eu forcément le temps de rentrer dans le détail, mais il l'a dit dans son expérience, la simulation n'est pas une méthode qui s'improvise, c'est une méthode très hiérarchisée,
avec une préparation qui s'appelle le pré-briefing et le briefing, où on prépare les participants, on leur explique de quoi il va s'agir, ce qu'on vise, comment ça va se passer, dans quelle pièce ils vont entrer, ce qu'ils vont y trouver, comment ça va démarrer, comment ça va s'arrêter, s'il y a des intervenants en cours de route. Toute cette mise en place est vraiment essentielle. On n'improvise pas, la simulation ne s'improvise pas. Ce serait vraiment d'autant plus regrettable de l'improviser avec des patients, que ce sont des personnes encore plus fragiles que les autres. Donc, bien sûr, dans les recommandations, il est indiqué que le débriefing, le pré-briefing, donc qui prépare, est indispensable, mais le débriefing est essentiel, c'est-à-dire la phase terminale de la simulation, ce temps où, en fin de compte, on vient à mettre des mots sur ce qui s'est joué précédemment. Et c'est dans cette partie-là que l'ensemble du groupe de patients, en fin de compte, va prendre conscience de ce qui s'est mis en œuvre, de ce que lui ferait dans sa propre réalité, et que cette confrontation, mais par ses pairs, en fait, va lui permettre bien de développer ses propres compétences, et en tout cas d'échanger sur ce qu'il a vu, ce qu'il fait, lui, habituellement. Et en tout cas, c'est ce qui s'est produit quand on a mis la simulation en essai avec les patients. Alors, donc j'en suis déjà à vous parler parce que ça me tient à cœur ce second temps, qui est l'essai de faisabilité de la simulation en éducation thérapeutique. Les soignants qui étaient des soignants déjà formés à l'ETP ont eu 3 jours de formation à la simulation. Donc c'est moi qui ai réalisé cette formation avec 2 autres personnes qui étaient expertes en simulation, plutôt urgentistes. On a ensuite réalisé une répétition générale parce qu'il y avait beaucoup de tensions chez les soignants qui se demandaient s'ils étaient capables effectivement d'accompagner les patients dans la gestion du stress, des émotions qu'on attendait vraiment de façon très très forte. Ensuite, on a réalisé 3 séances de simulation d'éducation thérapeutique qui visaient la gestion de l'hypoglycémie avec un freestyle libre. Donc, le freestyle libre, c'est une petite cellule qui est mise en voie sous-cutanée et qui lit en continu le taux de glucose interstitiel du patient diabétique, qui est forcément sous insuline au moins 3 fois par jour. Donc, c'est un patient qui est déjà insulinodépendant ou requérant. Et ce patient, donc, il a déjà eu une formation sur l'hypoglycémie antérieurement. Il a déjà des connaissances. Pour certains, ils avaient 2 ans de diabète, mais pour d'autres, plus de 30 ans de diabète. Cette séance leur a été proposée, ils ont accepté. Alors, ils étaient tellement contents de faire quelque chose de l'ordre de la recherche en éducation thérapeutique que l'objectif de la séance de TP était pour certains secondaire, mais on verra qu'après coup, quand on leur a demandé si c'était intéressant pour eux, on a eu effectivement, pour ceux qui avaient beaucoup d'ancienneté, en tout cas pour l'un d'entre eux, ce n'était pas forcément l'objectif qu'il aurait visé par une séance de TP. On les a bien formés à toutes ces phases préparatoires. On a écrit le scénario. Dans ce scénario, une fois qu'on a commencé de le rédiger pour pas que ce soit trop long pour les patients, on a ensuite, et seulement quand on a pensé qu'on était en phase terminale, demandé l'avis d'un expert patient. Et c'était très bien parce qu'elle nous a vraiment éclairé sur des possibilités de scénario. Et puis ensuite, on s'est lancé avec un groupe de patients de 23. Il fallait entre 18 et 24 patients. On en a pris 23. Donc, c'était déjà un bon groupe global. Donc, c'était 3 séances, 8 x 3, 24. Vous voyez qu'on était à peu près dans nos quotas. Ce qu'on s'était fixé, c'était moins de 8 patients. Donc, moins de 10 patients, on était à 8. Alors, l'essai, donc, pour que vous l'imaginiez, parce que c'est pas simple, en fin de compte, on était dans une salle. Il y avait tous les patients autour d'une salle devant 2 écrans avec les soignants. On a fait l'explication, qu'on appelle le pré-briefing et le briefing. On a expliqué aux patients comment ça allait se passer. Il y avait des proches aidants avec eux. Ensuite, on a demandé s'il y avait un volontaire. Déjà là, il y a une différence avec une simulation avec des soignants, parce qu'il y a tout de suite eu des volontaires. Des volontaires. Moi, pour avoir fait beaucoup de simulations avec les soignants, c'est rarissime d'avoir un volontariat aussi spontané. Donc, ils se sont ensuite auto-proclamés, on a attendu qu'ils se mettent d'accord, et il y a un patient qui a accepté donc, de jouer le scénario. On est allé dans la salle d'à côté, où il y avait 2 toutes petites webcams qui allaient enregistrer la séance. Donc, il rentrait d'avoir marché une demi-heure,
il était allé chercher son pain, et puis il a des signes d'hypoglycémie. Donc là, on lui dit, jouez les signes que vous avez l'habitude de ressentir, mettez des mots sur ces signes, et puis ensuite, agissez comme si vous étiez chez vous en train de chercher dans votre cuisine. Donc il y avait tout ce qu'il fallait dans la cuisine pour qu'il puisse se resucrer, évidemment. Donc ça n'a pas duré très longtemps, entre 5 et 8 minutes de simulation, de scénario de simulation. Une fois qu'il a eu fini, on l'a remercié, et puis il est revenu rejoindre le groupe, et là a commencé le débriefing avec l'ensemble des patients. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a mesuré sur cette simulation d'éducation thérapeutique qui a été donc réalisée 3 fois? On a mesuré le niveau de perception d'utilité de la simulation en ETP pour les patients et les soignants. On a mesuré une absence de limites et de freins dans le verbatim des participants, un degré de satisfaction des patients à la fin de la séquence de simulation, une auto-efficacité qui, elle, n'est pas prouvée, alors probablement parce que le groupe était un peu petit, mais bon, ça restera à vérifier plus tard. Une anxiété, là, c'est vraiment intéressant, qui n'est pas majorée par la simulation en éducation thérapeutique. Ça va à contrario de ce que l'on note chez les soignants. Et puis une collaboration d'une patiente experte à la création du scénario. Donc en conclusion, ces premières recommandations émises sur l'utilisation de la simulation en éducation thérapeutique, eh bien, même si elles paraissent, c'est moi qui en suis l'auteur, donc je peux vous dire que même si elles paraissent très simples à la première lecture, eh bien, elles permettent quand même déjà de mettre des barrières et des protections pour ces patients. On peut aussi noter que l'anxiété n'a pas été majorée, et ça, c'était notre grande inquiétude. Et on ne voulait certainement pas créer d'anxiété auprès des patients qui ont une maladie chronique. Donc c'est très rassurant déjà d'observer que sur les 23 patients, il n'y a pas eu de majoration du tout de l'anxiété. La faisabilité et la satisfaction de l'utilisation de la SETP sont démontrées dans le cadre des recommandations réalisées par les experts et une auto-efficacité qu'il faudra aller rechercher par la suite. On est aussi très, très satisfait de la participation d'une patiente à la création d'un scénario, parce qu'elle ne connaissait pas la simulation, donc ça a quand même été aussi un grand accompagnement de la lancer dans ce projet. Et ça a permis d'initier un travail collaboratif entre soignants et patients, ce qui n'existait pas préalablement à cette recherche. Bien sûr, ce n'est qu'un tout premier pas de la simulation d'éducation thérapeutique. On attend des prolongements et des retombées qui sont possibles à cette recherche. On a déposé un appel à projet qui s'appelle le PHRIP, on l'a déposé en mars, mais avec le Covid, on a dû recommencer en septembre, pour poursuivre en comparant le développement des compétences patients dans diverses pathologies avec et sans ETP. Est-ce qu'on développe plus de compétences par la simulation? Intimement, pour avoir assisté à chaque séance, au vu des échanges patients et de la façon dont ils ont été capables d'aborder ce qu'ils faisaient eux-mêmes à la maison, alors que moi j'ai assisté à beaucoup de séances d'éducation thérapeutique, je ne les avais jamais sentis aussi libres de parole. Ils étaient entre pairs, on sentait qu'il n'y avait pas de jugement qui était posé sur ce qu'ils exprimaient, ils étaient vraiment en capacité d'exprimer leurs difficultés, de me dire oui, c'est difficile quand je suis en hypo, j'ai faim, et je mangerais n'importe quoi, même du pain avec du beurre et du saucisson. Moi, j'étais vraiment abasourdie de voir à quel point ils étaient reliés à ce qu'ils avaient vécu chez eux par la simulation. C'est la force de la simulation, en fait, que de replonger l'individu, même celui qui n'a pas joué, ça aussi c'est très très important, celui qui est observateur de la simulation, il revit cette hypoglycémie, là en l'occurrence c'était jouer une hypoglycémie, mais revit son scénario, et surtout il est capable de parler de ce qu'il aurait fait lui s'il avait été en situation, parce que c'est son père, c'est quelqu'un comme lui qui est en train de le jouer, donc il sait très bien que lui, à sa place, il aurait fait autrement, ou il aurait fait exactement pareil, et il est capable d'en parler dans le débriefing. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir dans quelles conditions, parce que c'est quand même assez lourd, cette méthode pédagogique, il faut se l'approprier quand on est soignant. Et puis, effectivement, à quel moment c'est opportun de l'utiliser pour atteindre des compétences qui seront prioritaires au vu de l'investissement qui est à mettre en œuvre. Donc ensuite, on peut varier les lieux de simulation. On a commencé par faire une simulation donc sur le lieu habituel d'éducation thérapeutique des patients. C'est vrai qu'après avoir vécu cette période de Covid où on est en train de numériser, là, c'est une belle expérience aussi,
Aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on peut le faire en ligne? Est-ce qu'on peut passer par des avatars? Est-ce qu'on peut passer par d'autres systèmes beaucoup plus modernes qui permettraient aussi aux patients de ne pas avoir à se déplacer dans des régions désertiques comme on en a dans le soin, pour rendre plus accessible l'éducation thérapeutique. Donc ça aussi, il va falloir aller investir cette partie-là. Donc beaucoup de sujets à venir sur la recherche en ETP et en simulation. Et puis, le dernier point, c'est d'étudier l'ensemble des recommandations et la plus-value de la SETP. Parce qu'on a émis des recommandations, mais bien sûr qu'elles restent à démontrer encore. Je ne sais pas du tout où j'en suis du timing, mais j'espère que je n'ai pas trop été gourmand. Encore 1 minute. Voilà. Pour conclure, je vous mets la bibliographie pour ceux qui voudraient prendre des notes. Pour conclure, la simulation a fait pour moi, de par cette expérience et de par ces recommandations, on avait des personnes avec des avis très très variés. L'anxiété qu'il y avait les peurs qu'il y avait dans le groupe, c'était qu'il y ait beaucoup d'émotions des patients et qu'ils en soient submergés, que le soignant n'arrive pas à les gérer. C'était aussi la peur des soignants. Ça n'est arrivé aucunement dans les 3 séances de simulation de TP. On avait des gens qui avaient 20 ans, on avait des gens qui avaient 87 ans. On avait une variété vraiment de population qui était très large, qui ne nous permet pas, 23, c'est pas non plus 300 participants, donc ça ne nous permet pas d'affirmer complètement qu'un jour il n'y aura pas quelqu'un avec une charge émotionnelle forte. Mais en tout cas, si on est précautionneux, si on utilise la méthode rigoureusement de simulation, et je peux dire que le soignant est la personne ressource pour utiliser la simulation. Pourquoi? Parce que la personne qui fait de l'ETP est quelqu'un de bienveillant, donc elle saura utiliser les méthodes de communication en éducation thérapeutique pour s'en servir dans les simulations. Il y a beaucoup d'outils de communication en simulation, le débriefing ne s'improvise pas, c'est un bel exercice. En fin de compte, le soignant se met vraiment en retrait, et c'est un véritable animateur, donc ça se joue déjà en ETP, mais il va aller au bout de cet exercice en utilisant effectivement ce qui s'est joué et ce que chacun aurait joué s'il avait eu à vivre le scénario en réel. Donc ça développe des compétences soignantes en communication, et ça, quand on va vers le verbatim des soignants qui ont eu peur, parce que j'avais une jeune femme qui avait une petite trentaine d'années, une infirmière, j'ai un médecin qui avait 40-45 ans, et puis une infirmière qui est en fin de carrière, puisqu'elle va partir en retraite en 2021. Et j'ai bien vu cette infirmière douter, et je me suis dit, bon, on va voir, on va aller jusqu'au bout. Et quand on a fait le dernier entretien, donc on avait réalisé toutes les séances d'éducation thérapeutique, la plus belle phrase qu'elle m'a dite, c'est « Je ne voulais pas, j'ai eu très peur, ça m'a vraiment coûté beaucoup d'énergie, mais si c'était à refaire, je recommencerais. » Elle a maintenant des relations, une confiance en elle par rapport à sa gestion des groupes qui n'était pas présente avant. Elle a aussi un retour des patients qu'elle revoit après la simulation qui est très, très fort. Et donc, elle voit l'impact que ça a pu avoir. Donc, c'est, je pense, vraiment une méthode, alors pas utilisée au quotidien, mais une fois qu'elle est connue, qu'elle est maîtrisée en termes de méthodologie, moi, je la vois bien pour viser certaines compétences patients de façon très, très efficace. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions, mais je n'ai pas eu le temps de les lire toutes. Oui, le TP aide à libérer la parole. Et donc, la simulation, elle permet, comme elle part de l'expérience, elle va avoir cette capacité, effectivement, de libérer la parole. Ce côté expérientiel, ça vient à tisser, en fait, des liens entre les connaissances théoriques et l'expérience. Et du coup, ça les confronte. Et du coup, au bout d'un moment, quand ça vient pas à être identique, c'est-à-dire que ce patient qui nous a dit « je mange du pain, du beurre et du saucisson pour me resucrer », je vous assure que moi, j'étais en off derrière, je me dis « waouh, comment elles vont faire pour lui dire que c'est un resucrage complètement inefficace ?» Et en fin de compte, elles n'ont rien dit, ces infirmières. C'est les patients entre eux qui se sont dit. C'est-à-dire qu'ils se sont questionnés, ah bon, tu prends du pain, du beurre, du saucisson? Et le monsieur a répondu, ben oui, parce que c'est, en fin de compte, c'est un moment où j'ai le droit de faire un peu ce que je veux, sans prise de poids, puisque je suis en hypoglycémie, donc je me fais plaisir.
Et donc, la question qui a suivi, c'est et est-ce que la glycémie, elle remonte dans ce cas-là? Et dans la réalité, il a dû dire, et on l'a entendu dire, ça remonte, mais pas vite, quoi. Et donc, ensuite a été discuté à quel seuil on peut se permettre de se resucrer en mangeant une collation, mais à quel seuil d'hypoglycémie il faut se resucrer très, très rapidement. Et là, comme c'est dit entre pairs, l'efficacité est remarquable, vraiment remarquable. Parce que moi, quand je les ai appelés, c'était 1 mois après, et il y a une des patientes qui a participé, et avait 30 ans de diabète, qui m'a dit c'est incroyable, au bout de 30 ans, j'ai appris des choses, et j'ai surtout changé mes pratiques après la séance de stimulation. Donc là, je me suis dit, ça va au-delà de ce que j'espérais, hein. Je voulais juste savoir si c'était acceptable, cette méthode. Et en fait, j'ai eu des petits cadeaux qui m'ont fait dire que non seulement c'est acceptable, mais en plus, on va au-delà de ce qu'on espère, c'est-à-dire qu'au bout d'une séance de simulation, il y a des représentations qui tombent. Ça, c'est énorme. Ok, donc merci à nos 2 orateurs pour ces présentations très riches et puis qui nous ont permis de découvrir ce qu'était la simulation, quoique on a un auditoire qui connaît assez bien. Alors, dans les questions que nous a posé l'auditoire, il y a plusieurs personnes qui font appel à leur expérience utilisée soit dans des enseignements à la faculté, soit auprès des patients dans des activités d'éducation thérapeutique et qui nous parlent de jeux de rôle. Pourriez-vous commenter et faire et différencier la simulation du jeu de rôle proposé en formation? Parce que beaucoup considèrent, c'est très très bref, les commentaires, qu'il y a une similitude. Complètement. C'est très très intéressant. C'était vraiment une question intéressante parce que effectivement, beaucoup disaient mais si on en fait de la simulation, parce qu'on fait des jeux de rôle. Alors la différence, c'est que le jeu de rôle, en fait, on met la personne dans une situation qu'on lui explique au démarrage, et puis après elle fait comme elle veut, et elle aboutit où elle veut. Alors que dans la simulation, on a mis des limites. C'est-à-dire que si le patient se met en danger, on va avoir prévu une intervention qui va le ramener dans notre scénario. Par exemple, le patient sur l'hypoglycémie, c'est très simple. S'il ne se resucre pas, il y a le voisin qui arrive dans la salle, qui toque à sa porte, et puis qui lui dit dis donc, t'es rudement pâle, je te trouve pas bien. Et jusqu'à temps qu'il réagisse, jusqu'à temps qu'il aille, on ne le laissera pas aller jusqu'à l'hypoglycémie sévère, tomber, ou simuler de tomber. Il y a une intervention, tout comme dans les soins d'urgence, généralement on ne laisse pas le patient décédé, même si c'est un mannequin. On fait intervenir quelqu'un de l'extérieur pour dire alors qu'est-ce que vous faites là, il n'a pas l'air bien en point votre patient. La simulation, c'est ça, c'est un scénario. Et donc ça veut dire quand même qu'il y a des moments, il y a beaucoup de barrières de sécurité qui sont posées. Alors que dans le jeu de rôle, pour l'avoir joué aussi avec les étudiants et les avoir formés à l'éducation thérapeutique, les étudiants ont un peu, c'est des joueurs nés, donc ils jouent, mais ils vont pas là où vous voulez qu'ils aillent quelquefois. Et là, vous êtes dans l'impasse parce que depuis l'extérieur, vous ne pouvez pas intervenir pour les ramener là où vous savez qu'ils ont quelque chose à apprendre. Ok, alors il y a aussi eu des questions, peut-être pour Alexandre, pour alterner entre vous deux. Certains qui ont posé la construction d'un projet en simulation, combien de temps en amont pour le préparer, combien de temps ensuite quand on cherche à le tester, et enfin combien de temps dans la vraie vie en éducation thérapeutique faut-il y passer du temps? Enfin, en temps et puis aussi en conception, recherche cognitive, voilà. Et ressources financières. Je savais que j'oubliais quelque chose. Oui, mais pour répondre à ça, je souhaiterais simplement revenir, pour ceux qui sont intéressés par la simulation, c'est extrêmement intéressant de lire le rapport de la HAS en France sur l'état de la simulation, d'une certaine manière un peu en Europe, et ça permet un peu de comprendre les enjeux et les difficultés. Et je pense que ces enjeux et difficultés ont bien été mis en évidence, notamment par la différence entre le jeu de rôle et la simulation. Une des difficultés principales à laquelle nous sommes confrontés en tant que centre de simulation, et au niveau français comme au niveau belge, est qu'il y a une extraordinaire volonté de faire de la simulation et les gens sont extrêmement motivés.
Par contre, bon, forcément, au niveau des financements, ça ne suit pas nécessairement. Donc, il y a différents modèles financiers qu'on peut établir, mais ce serait vraiment très, très long ici d'expliquer comment on peut fonctionner là-dedans. Et puis, il y a un problème de manque de certification ou de validation des instructeurs même en simulation. Donc, construire un projet de centre, etc., vise d'abord à établir une équipe d'instructeurs en simulation qui sont non seulement formés, mais qui ont une expérience en termes de débriefing, etc. Et pour reprendre justement l'exemple de jeu de rôle versus scénario, etc., en réalité, il ne faut jamais oublier une chose, et c'est fondamental. La simulation sert d'outil pédagogique, vise à atteindre des objectifs pédagogiques. Donc ça signifie que lorsque l'on construit un scénario, la construction même de ce scénario vise à atteindre ces objectifs. Ce n'est pas plonger des gens dans la piscine en leur disant, voilà, on peut apprendre à nager, on verra bien. Non, c'est avoir prévu tout un cadre où aujourd'hui, ce que l'on va étudier, c'est ces éléments-là, et sur lesquels on peut travailler de telle manière à ce que le scénario ne parte pas d'une certaine manière dans tous les sens, comme c'est peut-être le cas dans le jeu de rôle, et qu'il soit suffisamment cadré pour atteindre notre objectif, c'est-à-dire ces fameux objectifs pédagogiques. Et donc, il y a dans la genèse de modules particuliers en éducation thérapeutique, bien effectivement, il faut construire ces scénarios. Bon, il faut considérer que pour un scénario, c'est très difficile, parce que ça dépend également des ressources dont vous disposez, etc. Mais il faut, pour un scénario, compter une bonne journée, le tester, voir sa validité, et plus encore, je dirais qu'il y a une boucle de rétrocontrôle par rapport au scénario, et ça, je pense que ma collègue dira exactement la même chose. Plus on le joue, plus on peut l'améliorer, c'est-à-dire se dire, tiens, ça, je n'avais pas du tout prévu que ça allait se passer, mais ça me permet peut-être de recadrer par rapport à certains objectifs pédagogiques. Ou là, je n'avais pas prévu cette complication, donc il faut que je prévoie mon facilitateur, etc. Et donc, la constitution même du scénario est quelque chose d'extrêmement lourd. Si l'on veut atteindre ces objectifs, si on ne veut pas sortir de la journée en se disant, OK, on s'est bien amusé, on a joué, c'était sympa, mais qu'est-ce que j'ai appris finalement? Et est-ce que ces apprentissages sont pérennes? Et je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle a dit. Les meilleurs débriefings sont ceux où les participants parlent plus que le débriefeur. Et en termes d'ancrage de l'apprentissage, l'émotion est un phénomène considérable. On le sait depuis Cicéron et les palais de la mémoire. C'est-à-dire que le fait que ça soit partagé entre pairs et que ça soit d'une certaine manière corrélé avec le sentiment qu'ils ont au début lorsqu'on fait le débriefing, permet vraiment d'ancrer un apprentissage qui est d'excellente qualité et qui est tout à fait sécuritaire. Enfin, voilà un petit peu mon opinion. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, j'ai développé le point. Parce que parler de finances, c'est vraiment extrêmement complexe, parce qu'une situation n'est pas l'autre. Mais c'est vrai que c'est un peu le nerf de la guerre par rapport à tout ça, quand même. Heureusement pour nous, je pense qu'il y a de plus en plus de mobilisation au niveau des structures de soins, de besoins d'accréditation, etc., et d'amélioration de la sécurité. Et donc, d'une certaine manière, c'est un moyen d'obtenir, je dirais, des ressources dont on doit disposer. Vous souhaitez compléter, Christelle? Alors bon, par rapport au temps, pour créer un scénario, il faut s'y mettre à plusieurs, hein, ça c'est certain. Il faut vraiment croiser les données, laisser refroidir. C'est comme certaines préparations culinaires. Il faut laisser refroidir et puis reprendre, et puis demander un avis extérieur à nouveau. Les idées, effectivement, reviennent. Et il faut être prêt à ce que, effectivement, toujours être prêt dans le scénario à ce que quelque chose surgisse qu'on n'avait pas prévu. C'est ce qui fait peur au démarrage, effectivement. Donc, vous nous avez fait part de l'expérience importante et de l'implication des patients et des soignants aidants. Et certaines personnes ont commenté en disant que comme vous donniez un cadre assez précis, est-ce que ça laissait tout de même la place au moment de la mise en place de la simulation avec des patients au partage de leur savoir expérientiel, ou alors ça les coupait parce que le cadre était trop précis? Alors, le scénario est très précis, lui. Mais ensuite, quand on est dans le débriefing, ils peuvent... on vise des objectifs. C'est important, ce que vient de dire mon collègue, c'est qu'en fin de compte, si on perd de vue les objectifs, exactement pareil que dans une séance de TP, si on perd l'objectif de vue, eh bien, il nous emmène complètement ailleurs. Donc, il faut quand même garder l'objectif. Et puis, ça, c'est vraiment le point essentiel. Et ça, le temps n'est pas non plus rallongeable. Et les patients, au bout d'un moment, ils en ont assez, ils veulent rentrer chez eux.
Donc, si on part tout le temps et qu'on les suit dans leur trajet, il y a des fois, ils nous perdent. Il faut pouvoir aussi, effectivement, les ramener. Somme toute, ils ont largement de quoi exploiter dans l'objectif qu'on leur fixe au démarrage. Et c'est vrai que c'est le rôle du soignant que de dire, ben voilà, je vous rappelle que le sujet aujourd'hui, c'est ça. Mais alors peut-être effectivement, et si c'est important pour vous, on peut revenir dessus en individuel ou après la séance. C'est ce qui est proposé généralement. Hein. C'est pas de les laisser repartir s'il y a vraiment quelque chose qu'ils ont envie d'exprimer, mais peut-être que si ça revient, parce que pour ceux qui sont habitués à l'ETP, vous savez que dans les groupes, il y a quelquefois des gens qui sont très, très, très bavards, qui ont toujours quelque chose à raconter. Si on les laisse faire, c'est comme dans toute méthode pédagogique, eh bien, les autres ne s'expriment pas. Donc, effectivement, à certains moments, il faut pouvoir leur dire, il faut que ce soit sur l'objectif. Hein. Ok. En simulation comme en ETP, vous recentrez, mais du moment qu'on est sur la thématique, tous les patients ont la parole ainsi que tous ceux qui participent. Complètement. On a eu dans les 23 patients, on avait des gens de langue étrangère dont la langue maternelle n'était pas le français. Donc les infirmières les ont sollicités à certains moments. À d'autres moments, c'était spontané. Ils ont discuté, ils se sont sentis tout à fait à l'aise. On parle de sujets pas théoriques. On parle de la vraie vie, de leur vraie situation. Ils ont tous vécu des hypoglycémies. Donc, quels ont été leurs premiers signes? Comment ça se manifeste? Qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'est vraiment quelque chose du courant. Donc, et quand ils comprennent, si on l'avait fait en abstraction, il se peut qu'ils n'aient pas adhéré, mais là, on l'a vu en vrai. Ils l'ont vécu en vrai, même s'ils ont vu quelqu'un d'autre le jouer, ils se sont rappelés ce que ça leur avait fait dans leur chair. Donc, que ce soit émotionnel ou kinesthésique, hein, ils l'ont ressenti. Et ça, c'est ce qui rapporte ensuite dans l'échange. Ok. Il y a une séance de simulation. Je n'ai pas entendu la question. Il y a en effet Larsen. Combien dure une séance de simulation? Alors, la séance qui consiste à préparer, donc à faire le pré-briefing, le briefing, le scénario et le débriefing, c'est maximum 2 heures avec tout inclus, hein, l'accueil, tout inclus, 2 heures. C'est long, hein, une simulation. Ouais. Le scénario en lui-même, mais quelques minutes, hein, 5-8 minutes. Ok. Et donc, il y a certaines personnes qui ont fait des simulations avec mannequins, qui commentent et l'impression est que les exemples cités sont surtout sur des événements aigus qui peuvent survenir dans la maladie. Est-ce qu'il y a aussi de la bibliographie où vous avez des expériences sur plus des patients qui sont en difficulté avec leur maladie, qui n'ont pas envie de s'impliquer? Et c'est la vraie vie des maladies chroniques et c'est une des grandes raisons de non-implication du patient dans sa prise en charge. Donc, est-ce qu'il y a des exemples sur des thématiques un peu plus qui rentrent dans le rôle des échanges entre le patient et son soignant et puis, d'aider à s'impliquer? Alors, ma thèse, je l'ai soutenue en 2019, hein, ça fait 1 an maintenant. C'est la vraie première recherche sur les patients. Il n'y en a pas d'autres. Et aujourd'hui encore, j'ai ma veille qui est maintenue. Il n'y a toujours pas d'articles qui sont sortis sur la simulation en ETP autre que mes articles. Le premier essai, donc là, on est en train, voilà, on a rédigé l'article, il va être publié par Patient Education and Counseling. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre qui est sorti. Dans les recommandations des experts, il y a aussi toute cette partie effectivement qui serait plutôt de développement des compétences d'adaptation à la maladie, parce que c'est des compétences qui sont moins facilement visées ou qui sont peut-être moins prioritaires pour l'instant dans le TP et qui paraissent effectivement bien pertinentes, surtout au long cours, hein, quand la maladie dure longtemps. Et donc, on avait dans notre groupe de réflexion des patients hémophiles, hein, qui questionnaient sur les patients hémophiles sont des experts de leur maladie. Et quand ils arrivent pour une prise en charge et qu'ils n'arrivent pas dans un service où on connaît cette pathologie, ben c'est l'enfer pour eux parce qu'en fait, on ne les prend pas au sérieux et ils ont vraiment besoin d'apprendre à communiquer sur leur maladie, par exemple.
Donc, effectivement, dans les compétences à développer, il y a entre autres celle-là, qui est d'adaptation à la maladie, mais qui n'est pas d'auto-soin ou d'urgence. Il y a effectivement beaucoup de compétences qui ne sont pas celles qui concernent les urgences ou même le côté pratique de l'acte. Parce que, par exemple, on pourrait très bien imaginer que les lectures glycémiques au début de la maladie du diabète peuvent être soit faites en simulation. Actuellement, on utilise le behaviorisme, c'est-à-dire on montre à quelqu'un comment on se pique le bout du doigt et il met sa goutte de sang sur la bandelette. On n'a pas besoin de changer ça. Je veux dire, ça marche très bien. On va pas se compliquer la vie à mettre un scénario en place. Non, il a besoin d'apprendre la gestuelle, c'est tout. Donc, en fait, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est différencier en quoi il y a une vraie plus-value. En quoi le fait de passer 2 heures à se donner, à y réfléchir, à échanger, ça permet aux patients effectivement de sortir avec quelque chose en plus. Et là, effectivement, on s'oriente soit sur des compétences d'un niveau assez élevé, ou sur des résistances peut-être aussi. Les patients, au bout de 30 ans, vous disent que ça y est, la résistance, la représentation est tombée, qu'ils vont changer leur pratique. Ça interroge. Enfin, moi, ça m'a beaucoup interrogé quand même. Je me suis dit, bon sang, depuis 30 ans, ça résistait, et là, ça a bougé. Et puis, il y a ce côté échange avec le monde médical, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de souffrance de la part des patients. Ça, quand on a interrogé les proches aidants et les patients, c'est ce qu'ils expriment. Beaucoup de demandes là-dessus. Et autant les soignants ont l'impression que ça roule bien, autant les patients expriment une demande. Donc, on a forcément à se poser les bonnes questions. S'ils expriment le besoin, c'est qu'on n'a pas répondu avant. Et en termes et peut-être Alexandre, en termes de formation des soignants, est-ce qu'il y a par hasard soit des professions qui se forment plus, soit des professionnels de santé dans certaines professions qui ont l'impression qu'introduire la simulation leur serait peut-être prioritaire par rapport à d'autres, pour certaines pathologies, par rapport à d'autres, pour élargir un peu? Mais historiquement, évidemment, la simulation a d'abord intéressé les pratiques cliniques qui étaient associées à des incidents élevés, et donc par définition, ce sont plutôt les pratiques aiguës, complexes, pluridisciplinaires, comme l'anesthésie, le bloc opératoire et l'urgence, et ce n'est que plus récemment que l'on voit s'introduire, je dirais depuis peut-être une dizaine d'années, de la simulation pour ce qui concerne plutôt la prise en charge des pathologies chroniques, mais ce n'en est pas moins en plein essor. Et pour répondre à un petit peu la question précédente, c'est-à-dire est-ce qu'on fait autre chose que des mannequins? Oui, on fait bien d'autres choses que des mannequins. Et par exemple, nous avons un module de formation où on simule une conversation téléphonique. Donc ça veut dire que le soignant va être devant un téléphone et c'est un acteur ou un patient qui lui téléphone. Et ça me semble être un moment extrêmement important. Et je trouve que ce serait intéressant d'ailleurs que les patients eux-mêmes puissent pratiquer un exercice de simulation pour contacter leurs soignants par téléphone. Parce que c'est très fréquent, c'est quasiment quotidien, et ce sont des moments de communication qui sont souvent très difficiles. Tout un chacun, nous gérons nos communications téléphoniques comme on veut, mais c'est généralement pas terrible, et pourtant ça reste des moments où on peut faire de l'éducation. Donc, dans les pathologies, je dirais, plus chroniques, il est clair que l'oncologie est un collaborateur assez important dans le domaine de la simulation, essentiellement de nouveau pour des modules de communication et de prise en charge de l'annonce mauvaise nouvelle, etc. Donc voilà. Et juste un petit mot, parce que ça a été abordé brièvement en ce qui concerne le débriefing. C'est une notion dont je n'ai pas parlé, mais en réalité, l'apprentissage par le débriefing est basé sur un modèle qui est que nous observons des actions qui donnent lieu à des résultats. Et l'ensemble du débriefing consiste à interroger les personnes sur, d'une certaine manière, la raison pour laquelle ils ont fait ces actions. Nous avons notre propre idée sur la raison pour laquelle ce patient a, on va dire, mangé un morceau de pain, du beurre et du saucisson pour se resucrer, mais en réalité, on n'en sait rien. Et donc le fait de l'interroger en étant curieux de manière authentique sur ses motivations, plutôt que de juger la chose est bien, elle n'est pas bien, tu aurais dû faire ceci, pas faire cela, permet réellement d'améliorer l'apprentissage parce qu'il nous permet d'apprendre des choses que nous ne savons pas. Et donc c'est un rôle très compliqué pour le débriefeur que d'interroger en étant, je veux dire, authentiquement curieux de la réponse, c'est-à-dire en ne sachant pas vraiment quelle va être la réponse, de manière à ce que l'apprentissage soit commun.
Et c'est un exercice de style compliqué qui impose d'appliquer une règle fondamentale qui est qu'on doit appliquer une forme d'assomption de base aux personnes, qui est que les personnes en réalité sont relativement bonnes, qu'elles sont intelligentes, qu'elles sont capables et qu'elles font tout, dans le cadre de l'éducation thérapeutique, pour se soigner le mieux qu'elles peuvent. Donc ce patient qui essaie de consommer ce qu'il fait, il n'a pas fait avec une intention de mal faire. Il l'a fait pour bien faire. Et donc là, est-ce que c'est un problème de manque de connaissances ou d'inaptitude? C'est à nous, à l'aide de notre débriefing, d'arriver à éclairer cela, parce qu'alors, ça aide les autres qui ont peut-être les mêmes difficultés à comprendre. C'est comme ça que se fait l'apprentissage. Et donc, c'est entre le jugement complet, c'est bien, c'est mal, tu aurais dû faire ça. C'est plutôt, ok, tu as fait ça, ça je l'ai vu, on l'a tous vu, et je ne sais pas pourquoi, je m'interroge, et je serais curieux parce que je pense que ce n'est pas la même chose à faire. Donc voilà. Et ça nous permet alors de corriger des attitudes en présupposant que les gens, et ce n'est pas évident, hein, on est tous pareils, en règle générale, on a tendance à considérer que les gens, ils ne sont pas fort malins, et qu'il ferait mieux de faire attention, et que s'ils se bougeaient un peu pour se soigner, ça irait mieux. Okay. Et donc ça, on va mettre tout ça à part en se disant, non, cette personne, elle est bonne, elle est comme moi, elle est comme tout le monde, elle essaie de se soigner correctement, mais elle n'a peut-être pas les bons outils. Merci pour tous ces commentaires. Donc, j'ai un peu parcouru toutes les questions qui sont posées en ligne. Je crois qu'on a un petit peu fait le tour. Donc, quelles sont, j'aurais peut-être une question, quelles sont les voies de développement que vous voyez tous les deux aujourd'hui et les thématiques dans lesquelles vous avez envie de vous investir autour de la simulation? L'avenir. L'idée, c'est voilà, effectivement de trouver, alors pour les soignants, parce que j'ai vu tout au démarrage, il y avait beaucoup de questions sur la formation des soignants avec la simulation. Bon là, pour moi, il y a pas photo, hein, et ça a déjà été dit, mais c'est important de le redire. C'est un moyen de développer toutes nos compétences, cette simulation, et on peut l'axer sur l'interrelation, mais on peut aussi l'axer sur des méthodes de communication basiques, hein, qu'on a quelquefois, on a l'habitude d'utiliser un certain mode de communication, on s'en rend même plus compte, où on parle d'une certaine façon avec des personnes qu'on connaît bien, et on se rend pas compte à quel point ça peut être dysfonctionnant dans certaines circonstances. Donc le fait effectivement de jouer ça en scénario, ça permet de prendre conscience en fait, hein, de mettre ça de façon plus extérieure à soi. Alors, la bienveillance, c'est ce que Alexandre disait tout à l'heure, la bienveillance tout au long de la simulation, elle est essentielle, hein, ce point de vue humaniste. C'est pour ça aussi c'est vraiment l'outil phare pour moi en ETP, parce que pour moi, les praticiens qui font de l'éducation thérapeutique sont quand même déjà des praticiens qui portent cet humanisme en eux, sinon ils ne sont pas au bon endroit, ils sont vraiment égarés, hein. Alors, à mes yeux, c'est déjà des gens qui ont cette capacité-là de partir du fait que l'autre est en capacité de grandir, d'apprendre par lui-même et d'avancer. Et donc, il va réutiliser déjà ce principe-là dans sa simulation. Après, effectivement, il faudra qu'il soit formé à la simulation pour pouvoir viser des compétences et bien les tenir, parce que c'est vraiment une pédagogie, voilà. Alors, elle est pas complexe si on l'aborde avec des gradations. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir quelques expériences en éducation thérapeutique, se sentir à l'aise avec un groupe. Si de première intention, on vous dit, bah voilà, vous allez commencer le TP, puis vous allez en plus faire de la simulation, ça fait peut-être beaucoup d'un coup. Mais si vous faites de l'éducation thérapeutique depuis plusieurs années, c'est une méthode tout à fait abordable et accessible. Alors la formation aujourd'hui, elle est assez orientée sur des compétences procédurales, un petit peu moins sur effectivement des compétences relationnelles, où tout à l'heure quelqu'un a interrogé sur le fait que ça pourrait être de viser ce type de compétences. Effectivement, c'est un petit peu moins ouvert à ce type de compétences globalement. Il y a beaucoup d'urgentistes donc qui sont effectivement dans le procédural. Pour avoir suivi beaucoup de formations, je suis restée un peu sur ma faim, mais bon, je suis devenue autodidacte et puis ça s'est fait, hein. Ça va se développer, c'est certain, parce que en fin de compte, le modèle est forcément celui d'éviter le danger, mais on peut former à autre chose que d'éviter le danger. Il y a d'autres compétences à développer là-dessus. Donc,
pas de souci pour que ça arrive. Ça va arriver. Il faut juste qu'ils se sentent à l'aise avec l'outil. Puis après, une fois qu'ils sont à l'aise, ils ouvriront à d'autres modèles. Alors, moi, mes objectifs, c'est d'aller vérifier que cette ETP, elle amène une vraie plus-value. C'est sûr. Alexandre, à vous. Oui, donc, je suis pas d'accord respectueusement par rapport aux urgences. Non, mais c'est vrai, médicalement, la tendance est toujours mais c'est pas uniquement médicalement, de considérer qu'on doit s'améliorer techniquement. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la majeure partie de nos erreurs ne sont pas techniques. Et elles vont l'être de moins en moins parce que notre technique est de plus en plus sûre et que les gens sont de mieux en mieux formés. Donc nos incidents sont majoritairement non techniques. Donc moi, c'est vrai que clairement, c'est ma mission pour ces 15 prochaines années, c'est de normaliser l'idée que la simulation fait partie de l'apprentissage, que c'est quelque chose de parfaitement banal, et d'améliorer justement la sécurité des apprenants. Je suis étonné moi j'ai 50 ans, j'ai 2 filles qui font des études de médecine, et bien je suis étonné que la méthode selon laquelle elles ont appris est encore la même que celle que moi j'ai eue. Et donc, je revois se reproduire les mêmes angoisses et stress avant la première journée clinique, avant la première garde, avant la première... parce que la formation n'y est pas. Et c'est quelque chose que je regrette de manière vraiment fondamentale, encore plus puisque je suis responsable d'un centre de simulation. Donc, on doit continuer à travailler là-dessus. Et le deuxième objectif, c'est réellement... Moi, je trouve que dans l'éducation thérapeutique, il y a forcément le versant soignant, il y a aussi le versant patient. Et j'ai tendance à considérer que, effectivement, les gens devraient pouvoir bénéficier d'une simulation par rapport à leur première consultation, leurs premières difficultés, etc. Et que ça ne peut être que bénéficiaire. J'y pense chaque fois que je vais chez mon avocat, mon notaire ou mon banquier, parce que là, je me dis, finalement, si j'avais été un peu briefé avant sur ce dont il allait me parler, comment il allait me parler, je comprendrais peut-être un petit peu mieux et j'aurais peut-être moins l'air d'un idiot complet. Donc ça me permet alors de comprendre que parfois, le soignant a l'air de considérer que le patient n'y comprend rien, mais c'est parce que c'est vrai, le patient n'y comprend rien la plupart du temps, à notre charabia, notre façon de faire, à nos contraintes, il a déjà du mal à se retrouver dans l'hôpital ou se parquer, etc. Et que lorsque nous sommes en tant que soignants dans les mêmes conditions qu'un malade, c'est-à-dire lorsque nous sommes un bébé dans les matières juridiques ou notariales ou financières, eh bien, c'est un élément qui pourrait nous aider. Et puis, moi je travaille alors beaucoup plus pour le moment, enfin, c'est quelque chose qui me passionne. Je pense que les notions de simulation, de sécurité, etc., sont des notions qui sont transversales et qu'elles nous viennent de l'aviation et de l'industrie. Beaucoup des notions que nous utilisons, par exemple en termes de conversation, viennent d'écoles de médiation ou de lois américaines. Et donc, il y a là une forme de savoir ou de connaissance ou de compétence ou de pédagogie qui devrait apparaître beaucoup plus tôt dans notre cursus de formation à tout un chacun, de manière à nous rendre la vie plus facile, je dirais, qu'il s'agisse de patients, de soignants ou de citoyens tout simplement, notamment et on est confronté à l'heure actuelle à une crise majeure au niveau mondial. Et je ne peux m'empêcher de considérer, moi qui ai été formé au management de crise, combien si tout le monde, nous avions dans notre formation civique une formation par rapport à la gestion de toute crise, je veux dire que ce soit une crise familiale ou professionnelle, combien ça pourrait nous aider. Donc j'ai tendance à être... Enfin, on peut ambitionner l'excellence sans y prétendre. Donc je me dis toujours, bon, si la simulation devient quelque chose qui est considéré avec moins comment dirais-je, pendant très longtemps, on a été considérés comme des gens qui jouaient avec des poupées, je veux dire, ou qui jouaient à la marchande, comme quand on était petit. Et je pense que c'est beaucoup plus fondamental et beaucoup plus important que ça en matière de soins de santé. Mais dans sa globalité, je veux dire, effectivement, c'est assez normal que les patients puissent bénéficier aussi de cette forme d'éducation qui est, à mon sens, vraiment beaucoup plus intéressante. Voilà, je n'ai pas d'autre. Voilà, mais je crois que la fin de notre session approche. Et je voulais vous remercier au nom de tous pour les passionnantes interventions que vous avez faites tous les deux
le partage et les échanges auxquels on a pu tous participer en direct. Et puis, on voit que la simulation devrait se développer. Donc, j'espère que notre auditoire vous aidera à développer plein de nouvelles expériences parce qu'on a vu qu'il y a encore beaucoup de domaines dans lesquels elles pourraient être développées. Voilà, merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup à la CET d'avoir organisé cette session en partenariat avec les deux laboratoires de Liège et Bobigny. Voilà. Alors merci. Moi, je suis toute seule, il n'y a que moi que vous pouvez voir, mais je vous applaudis vraiment pour ces très beaux échanges. Voilà. Merci à vous, merci à la CET, merci à Benoît qui a tout organisé, puis à tous ses collaborateurs. Voilà. Alors, je ne sais pas, je pense que c'est Benoît qui mettra fin à la session. Bonne fin de journée. Bonne journée à tous les deux.